Ainsi, les États-Unis ont apparemment décidé, du moins pour l'instant, de ne pas fournir de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Et lorsque je dis fournir des missiles Tomahawk, je veux dire qu'ils ont décidé de ne pas tirer de missiles Tomahawk sur la Russie d'avant 2022. À présent, il a également été largement rapporté dans les médias que les États-Unis envisageaient en réalité d'utiliser leurs propres contractants, ne prétendant même plus qu'ils formaient les Ukrainiens à ces systèmes, mais affirmant clairement qu'il s'agirait de contractants américains se rendant en Ukraine avec ces armes, et à partir de là, depuis des lieux inconnus, tirant ces missiles à longue portée sur la Russie, afin de faire pression sur celle-ci pour qu'elle engage des négociations de paix. Mais en réalité, ce dont il s'agissait, c'était que les États-Unis jouaient avec l'idée d'utiliser une catégorie d'armes encore plus puissante et plus avancée, directement par eux-mêmes, en utilisant l'Ukraine, comme cela s'est produit au cours des 2 dernières années et demie, comme prétexte pour attaquer directement la Russie, n'est-ce pas? Nous savons que les HIMARS, et ainsi de suite, étaient opérés par des Américains. La collecte de données, le renseignement, les images satellites, les systèmes de guidage et même les systèmes et décisions de ciblage étaient effectués à Wiesbaden, en Allemagne, par le commandement de l'OTAN et des États-Unis. Les articles du New York Times l'ont d'ailleurs confirmé. Et ce dont nous parlons ici, c'est exactement la même chose, simplement avec une catégorie d'armes supérieure. Dans les médias, cela a bien sûr été présenté, du côté pro-ukrainien, comme une membre de cette étude de l'expérience mais dans la blogosphère, il est bien compris qu'il ne s'agit que de la dernière version d'une escalade vraiment dangereuse, car les missiles Tomahawk sont bien sûr capables de transporter des ogives nucléaires. Et c'est l'un des plus grands tabous qui soit, que les superpuissances se ciblent mutuellement avec des missiles à capacité nucléaire. Dans l'ensemble, il s'agissait donc bien sûr d'une très forte escalade. Et la manière dont le récit nous est maintenant présenté par des articles comme celui-ci sur CNN, c'est que Donald Trump aurait d'une certaine façon décidé de ne pas escalader, que Trump aurait jugé que ce serait un pas de trop et trop dangereux. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un autre aspect de cette affaire, qui selon moi est la véritable raison pour laquelle cette décision a été prise. Ce n'est pas que les États-Unis ne voudraient pas intensifier le conflit, ni que l'administration Trump ait peur de le faire. Je crois, d'après ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, et en réalité des dernières années, que nous avons atteint un point où l'administration, ou du moins une partie de celle-ci, a dû se confronter à une nouvelle réalité. Leurs réserves et leur capacité de production d'armes ne sont pas illimitées, et elles commencent maintenant à s'épuiser. Nous avons d'autres articles, et j'aimerais citer celui du New York Times, lorsque Trump envisageait réellement de fournir des missiles. Ce va-et-vient que nous avons observé au cours des 3 dernières semaines, l'histoire des missiles Tomahawk, n'est en réalité que la dernière version d'une série d'histoires similaires, une escalade après l'autre dans la guerre par procuration en Ukraine. Ce que nous avons vu à maintes reprises, c'est que ces mesures d'escalade ont été prises, surtout par l'administration Biden, mais aussi par Donald Trump, qui a cette habitude de tenir un discours musclé un jour, puis le lendemain, de dire quelque chose comme « Non, je veux mettre fin à l'effusion de sang ». Maintenant, je vais vous montrer pourquoi je dis qu'il ne s'agit pas d'un facteur de désescalade, mais en réalité d'un facteur de production militaire qui oriente ses décisions. J'aimerais vous montrer l'un des nombreux commentaires que Donald Trump a fait au cours de la semaine dernière, où il a exprimé de sérieux doutes quant à la fourniture de Tomahawks.
Et du moins pour l'instant, la décision semble être non. Et encore une fois, par fournir, je ne devrais pas utiliser ce jargon, je devrais dire tirer des Tomahawks sur la Russie. Trump a dit qu'il n'y aurait pas de tir de Tomahawk sur la Russie. Maintenant, regardez cet échange ici. C'était lors de la visite de M. Zelensky à la Maison-Blanche, il y a 2 ou 3 jours, vendredi dernier, lors de la conférence de presse. Écoutez simplement la manière dont M. Trump présente la situation, le dilemme dans lequel se trouvent les États-Unis en ce qui concerne ses armes, le système Tomahawk. Que va-t-il se passer si les États-Unis se retrouvent dans un conflit et que nous avons besoin du Tomahawk? Eh bien, c'est là le problème. Nous avons besoin, et nous avons besoin de beaucoup d'autres choses que nous envoyons à l'Ukraine depuis 4 ans. Vous savez, nous leur avons beaucoup donné. Maintenant, la situation est différente. Nous l'avons envoyé à l'Union européenne, ils le paient, et tout ça, et ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est pas qu'une question d'argent. Vous savez, nous avons besoin de Tomahawks. Nous avons besoin de beaucoup d'autres armes que nous envoyons à l'Ukraine. L'une des raisons pour lesquelles nous voulons mettre fin à cette guerre, c'est précisément cela. Ce n'est pas facile pour nous de donner. Vous parlez de quantités massives d'armes très puissantes. Donc, c'est l'un des sujets dont nous parlerons. Espérons qu'ils n'en auront pas besoin. Espérons que nous pourrons mettre fin à la guerre sans avoir à penser au Tomahawk. Vous voyez donc comment Donald Trump ne cesse de changer d'avis. Passant de la position « nous avons tout ce qu'il faut, nous pouvons gagner cette guerre, l'Ukraine peut gagner cette guerre ». Et bien sûr, il a déclaré très célèbrement, il y a quelques semaines, dans un message très ironique, presque cynique, que l'Ukraine pouvait évidemment gagner et même reconquérir tous les territoires perdus en 2014, y compris la Crimée. Mais, bien que nous sachions maintenant que cela n'était probablement pas sérieux, nous devons sans cesse nous interroger sur la manière dont les États-Unis évaluent leurs propres capacités. Et vous savez, les néoconservateurs sont réputés, absolument réputés, pour se moquer complètement de la réalité et simplement supposer une capacité illimitée, une puissance illimitée, et donc pousser à une escalade sans limite. Mais nous savons qu'il existe d'autres branches au sein de l'administration américaine, en particulier le Pentagone, le département de la Défense, le département de la guerre et la communauté du renseignement, qui, dans le cadre de leurs fonctions, s'efforcent de suivre les affaires réelles, les contraintes et les évaluations des situations sur le terrain. Et il me semble qu'à ce stade, M. Trump, bien plus qu'à travers une conversation téléphonique avec M. Poutine, était en réalité convaincu, en entendant cette déclaration, qu'en arrière-plan, eh bien, nous avons effectivement un problème. Nous avons un problème d'armement. Nous avons un problème de production. Et j'aimerais vous le montrer maintenant. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si ce revirement concernant l'histoire du Tomahawk intervient environ 10 jours après que la Chine a annoncé des restrictions sur les terres rares visant pratiquement tout le monde dans le monde, mais surtout les fabricants d'armes américains. J'en ai parlé dans une autre vidéo il y a une semaine, en disant que c'est l'un des plus grands coups de force de la Chine jusqu'à présent. Très brièvement, ils ont désormais déclaré qu'ils allaient appliquer ce qu'on appelle la règle du produit direct étranger à leurs terres rares, ce qui signifie que toute entreprise souhaitant leur acheter des produits à base de terres rares devra certifier que ces matériaux ne seront pas utilisés pour la fabrication d'armes. C'est la fabrication d'armes partout dans le monde, mais surtout, bien sûr, aux États-Unis. Et ces minéraux de terres rares sont extrêmement importants. Permettez-moi de vous lire un extrait de cet article du CSIS, le groupe de réflexion américain qui résume cela très bien
Ce que cela signifie, très brièvement, pour que nous soyons à jour. Les terres rares sont essentielles pour diverses technologies de défense, notamment les avions de chasse F-35, les sous-marins des classes Virginia et Columbia, les missiles Tomahawk, les systèmes radars, les drones Predator et la série de bombes intelligentes Joint Direct Attack Munition. Les nouvelles restrictions annoncées représentent les mesures les plus importantes prises à ce jour par la Chine visant le secteur de la défense. Selon les nouvelles règles, à partir du 1er décembre 2025, les entreprises ayant un lien quelconque avec des armées étrangères, y compris celles des États-Unis, se verront en grande partie refuser les licences d'exportation. Le ministère du Commerce a également précisé que toute demande d'utilisation de terres rares à des fins militaires serait automatiquement rejetée. Même avant ces dernières mesures, la base industrielle de défense américaine faisait déjà face à d'importants défis, avec une capacité de production limitée et une faible aptitude à augmenter rapidement la production pour répondre aux besoins croissants en technologie de défense. Les nouvelles restrictions ne feront qu'aggraver ces vulnérabilités. C'est désormais un véritable problème. Et pour moi, dans mon esprit, c'est cela qui l'emporte désormais à Washington. Le réalisme s'installe. La capacité des États-Unis, la simple capacité de production d'armes, pourrait poser problème. Et vous savez, il y a deux aspects à cela. D'un côté, nous avons le stock, les armes déjà produites et disponibles, au cas où, ou prêtes à être exportées. De l'autre, nous avons la capacité de reproduire ces armes. Et pendant très longtemps, depuis les 50 ou 60 dernières années, il semblait que les États-Unis, s'ils décidaient de produire des armes, pouvaient le faire à peu près à l'échelle qu'ils voulaient. La question est simplement de savoir combien de temps il faudra avant que ces armes soient produites. Ainsi, tout type de guerre dans le monde pourrait en principe être mené à volonté. Mais il semble désormais que la donne est sérieusement changée. Et c'est à ce moment précis que j'aimerais attirer votre attention sur un excellent article d'un invité régulier de ce podcast, ici sur Neutrality Studies, Arnaud Bertrand, l'analyste français, anciennement installé en Chine et désormais en Asie du Sud-Est. Il a un excellent Substack. Arnaud Bertrand a un très bon Substack. Et je vous encourage tous à vous y abonner, car il propose à chaque fois des analyses de très grande qualité. Il a récemment écrit un long article intitulé « Combien de temps la Chine peut-elle jouer la carte des terres rares ?» Dans cet article, il prend l'exemple du gallium, l'un de ces éléments désormais soumis à des restrictions. Même si, à ce que j'ai compris, le gallium n'est pas techniquement un élément de terre rare. C'est un peu différent. Quoi qu'il en soit, c'est l'un des métaux qui seront soumis à des restrictions, à des licences d'exportation. Et le problème avec celui-ci, et il faut bien le comprendre, c'est pourquoi ces terres rares ne sont pas seulement importantes pour l'industrie manufacturière américaine, mais aussi pourquoi il n'est pas facile de s'en procurer soudainement ailleurs qu'en Chine. Un autre article l'a très bien résumé, car le terme « terre rare » est en réalité une mauvaise appellation pour ces métaux. Cet article le formule bien. On devrait plutôt les appeler « terres problématiques ». Le problème, c'est pas qu'il n'y en ait pas beaucoup dans la croûte terrestre, il y en a en abondance. Mais le processus d'extraction est vraiment difficile. Et Arnaud Bertrand montre très bien ce qu'on appelle la queue de rat. Toutes les petites étapes nécessaires pour les extraire. Parce qu'à première vue, on se dit, d'accord, c'est une terre rare, non? Vous trouvez un gisement de gallium, puis vous prenez une pelleteuse et quelques foreurs. Vous retirez les pierres, vous ajoutez un peu de chaleur et ensuite le gallium s'écoule. Eh bien, il s'avère que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et ce n'est pas ainsi que cela se passe pour la plupart de ces terres problématiques. Ce qu'il faut faire, et il existe un excellent article qui le décrit, c'est que la plupart de ces terres rares sont en réalité des sous-produits de l'extraction d'autres métaux plus courants. L'exemple du gallium montre que, pour le produire, du moins à grande échelle, il faut produire de l'aluminium. Le gallium est un déchet ou un sous-produit de la production d'aluminium. Donc, si nous suivons ce petit graphique ici, vous effectuez l'extraction minière, puis, avec le processus de raffinage, une fois que vous commencez à affiner ces matériaux pour une certaine quantité d'aluminium, vous pouvez extraire quelques pour 1000 de gallium du processus. Arnaud Bertrand décrit cela très bien. À un moment donné, pour produire 100 tonnes de gallium, il faut une industrie de l'aluminium immensément vaste, rien que pour y parvenir. Et nous ne parlons pas d'un rapport de 1 à 100. Nous parlons de quelque chose comme 1 à 120 000 en termes de production de gallium par rapport à celle d'aluminium. Je dois dire qu'à ce stade, je n'ai aucun moyen de vérifier ces chiffres de manière indépendante. J'ai parlé à un autre collègue qui est déjà intervenu sur cette chaîne, Jack Buffington, qui dit que dans l'ensemble, cette analyse est correcte, y compris en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, mais que la difficulté de l'extraction est un peu exagérée. Néanmoins, qu'il s'agisse d'un ratio de 1 pour 120 000 ou de 1 pour 80 000, le fait de base demeure. Pour produire du gallium et pour produire ces autres terres rares, il faut disposer d'une industrie métallurgique primaire pour chacun de ces métaux afin d'en extraire des quantités raisonnables de terres rares. Ainsi, en suivant ce petit schéma ici, on voit que l'on peut produire du gallium, que ce gallium sera ensuite stocké et qu'une partie sera perdue dans le processus de production. Surtout lorsqu'on pense à la fabrication d'armes. Il existe peu de systèmes de missiles et d'armement permettant le recyclage et la récupération du gallium. Mais bien sûr, quand on parle de cela, on parle aussi des applications dans les téléphones et d'autres produits informatiques où il existe une possibilité de récupérer un peu de gallium grâce au recyclage. Mais dans l'ensemble, pour satisfaire la demande de l'économie et répondre non seulement aux besoins du complexe militaro-industriel, mais aussi aux besoins civils, il faut une très grande quantité d'approvisionnement. Il faut une capacité de production très importante. Et Arnaud Bertrand souligne ensuite que pour y parvenir, il faut toute une chaîne d'éléments à mettre en place. Par exemple, il faut d'énormes quantités d'énergie. Il faudrait construire 4 ou 5 centrales nucléaires supplémentaires, rien que pour produire assez d'énergie afin d'extraire l'aluminium. Il faut également former des personnes pour travailler dans le secteur de l'aluminium. Et bien que les États-Unis disposent d'une industrie de l'aluminium, elle est loin d'être suffisante pour répondre à la production d'indium-gallium. Il faudrait donc l'intensifier. Il faut créer des écoles professionnelles et mettre en place des structures d'incitation pour que les jeunes diplômés universitaires, ou disons les diplômés du secondaire, décident qu'ils veulent entrer dans cette industrie où ils peuvent gagner un salaire décent. Ce que souligne Arnaud, c'est que tout cela, la Chine l'a déjà résolu. La Chine possède une industrie très vaste, une capacité de production d'énergie considérable, a développé tout cela, a formé la main-d'œuvre et a acquis le savoir-faire, lequel d'ailleurs, pour l'extraction du gallium et ainsi de suite, a également été interdit par les autorités chinoises. Ils ont interdit le transfert de connaissances en dehors du secteur des terres rares. Et globalement, je vous encourage à vous abonner au Substack d'Arnaud. Je ne vais pas vous lire l'article en entier car il est derrière un paywall, mais cela vaut vraiment la peine de s'abonner à son Substack. On y trouve beaucoup d'informations de grande qualité.
Laissez-moi simplement vous lire l'avant-dernier paragraphe de son article. Regardez-le sous l'angle de l'allocation du capital. Construire une capacité de production de terres rares implique d'accepter des pertes pendant des décennies et des périodes de retour sur investissement de 20 ans, un capital extrêmement patient. Le capital patient exige des investisseurs prêts à accepter des horizons longs. Les horizons longs nécessitent une stabilité réglementaire et politique. La stabilité exige un consensus sociétal, que l'industrie manufacturière est stratégique. Le consensus exige nous revenons à l'éducation, aux médias et à la culture. Ainsi, son argument en un sens est que les États-Unis tels qu'ils sont dirigés aujourd'hui, et compte tenu de la structure même de leur économie, la manière dont elle a été financiarisée au cours des dernières décennies et a externalisé une grande partie de sa capacité productive à l'étranger, ne sont tout simplement pas structurellement capables de répondre aux exigences nécessaires pour produire ces terres rares à grande échelle. Encore une fois, le problème n'est pas l'accès aux terres rares. Le problème, c'est l'extraction elle-même, les procédés et le savoir-faire nécessaires pour l'obtenir, ainsi que les chaînes d'approvisionnement. Et mon invité Jack Buffington, qui est déjà passé sur la chaîne, affirme qu'il est possible de créer ces capacités. Ce n'est pas aussi complexe, ni aussi difficile qu'Arnaud Bertrand l'a décrit. Mais il est tout à fait vrai que les États-Unis, depuis une vingtaine d'années, ont renoncé à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement sur le plan national parce qu'ils ont choisi la solution de facilité. Et cette solution de facilité consistait simplement à se procurer tous ces composants. Et les terres rares n'en sont qu'un exemple. À l'étranger, sans plus s'en préoccuper. Cela dure maintenant depuis environ 30 ans. Et inverser cette tendance est une tâche colossale qu'il faudrait accomplir, n'est-ce pas? Donc, si ce problème est considéré par les gens du Pentagone et d'autres comme un obstacle structurel, cela expliquerait encore davantage pourquoi les États-Unis deviennent soudainement plus prudents et plus protecteurs envers leurs réserves. Parce qu'encore une fois, une chose est la capacité à produire ce matériel. Une autre est la quantité dont on dispose. Et je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais encore une fois, au cours des 3 dernières années, les États-Unis ont puisé massivement dans leurs réserves. Ils ont vidé leurs entrepôts sur la Russie en utilisant l'Ukraine comme intermédiaire pour le faire, afin de continuer à paraître forts sur la scène mondiale, n'est-ce pas? Elle a également dépensé énormément de missiles, pas des Tomahawk, mais d'autres systèmes comme les HIMARS et les THAAD, pour Israël dans sa guerre à 7 ou 8 fronts en Asie de l'Ouest. Et les États-Unis envisagent d'autres théâtres, y compris, bien sûr, à nouveau une guerre avec l'Iran et potentiellement une guerre avec le Venezuela. Tout cela conduit donc à la conclusion logique que les États-Unis devraient peut-être faire attention à la quantité de ces ressources qu'ils utilisent. Ce qui nous amène à la question suivante. Combien de ces missiles possédons-nous réellement? De quoi parle-t-on exactement? Quelle est l'ampleur des chiffres? Le jeu des nombres. Parce que je n'ai pas cette vidéo sous la main, mais il y a eu, après la rencontre avec Zelensky, une autre conférence de presse. After the Zelensky meeting, there was another press conference, and Non, désolé. Après la dernière discussion avec Vladimir Poutine, il y a eu une autre conférence de presse, et Donald Trump a dit en plaisantant, « Vous savez, j'ai demandé à Vladimir Poutine, veux-tu que je t'envoie ces Tomahawks, 1000 Tomahawks en Ukraine ?» Et non, il n'était pas très content de ça. Et Trump a ajouté, « 1000 Tomahawks. Dois-je envoyer 1000 Tomahawks en Ukraine? Est-ce de cette ampleur dont on parle? » Eh bien, regardons cela. Il y a cet article de Reuters du 7 octobre qui dit qu'il est peu probable que des missiles Tomahawk soient envoyés en Ukraine. Donc c'était une sorte de cycle de hauts et de bas. Oh, ça va se faire. Non, ça va pas se faire. Non, ça va se faire. Non, ça ne va pas se faire.
it's going to happen. No, it's not going to happen. No, it's going to happen. No, it's not going to happen. And they interview here an US official. Et ici, ils interviewent un responsable américain, un responsable anonyme, qui a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune pénurie de l'arme de base, le Tomahawk, l'arme de base. C'est un peu malsain de voir comment ces gens pensent à ces armes de mort, de destruction, de massacre et de sang. C'est un cheval de trait. C'est notre cheval de trait. C'est absolument écœurant. Mais bon, laissons ça de côté. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cet article, vers la fin, dit en quelque sorte, sans le dire explicitement, eh bien, peut-être que vous n'aviez pas tout à fait raison, monsieur le responsable américain. Parce que selon les documents budgétaires du Pentagone, la marine américaine, principal utilisateur du Tomahawk, a jusqu'à présent acheté 8 959 missiles Tomahawk à un prix moyen de 1,3 million de dollars. D'accord. Cela montre encore une fois à quel point les États-Unis sont obsédés par les coûts et ainsi de suite. Mais les coûts, on peut en grande partie les laisser de côté. Les coûts ne sont pas la contrainte. Les États-Unis disposent d'une monnaie souveraine. Les États-Unis peuvent acheter autant de ces choses qu'ils en ont besoin. Autant qu'ils le peuvent. Non pas autant qu'ils le veulent, mais autant qu'ils le peuvent. 8 959. Il s'avère que, si l'on cherche un peu, on découvre que les Tomahawks sont produits depuis le milieu des années 1980. Je vais vous le montrer dans un instant, dans un autre article. Au cours des 40 dernières années, en gros, pendant ma vie jusqu'à présent, la marine a acquis un total d'environ 9000 de ces missiles. Et encore une fois, la marine en est le principal utilisateur, car la plupart de ces missiles Tomahawk sont tirés depuis des navires, comme vous le voyez ici. Il existe des systèmes Tomahawk que l'on peut installer sur de très gros camions, mais ils sont extrêmement encombrants et très difficiles à utiliser. Il peut donc y avoir des raisons opérationnelles pour que les États-Unis décident de ne pas fournir ces Tomahawks. Peut-être parce que l'évaluation conclut qu'ils sont trop difficiles ou trop dangereux à employer. Parce qu'il serait difficile de les dissimuler. Donc, en gros, la marine, on parle d'environ 9000 de ces missiles au cours des 40 dernières années. J'ai fait un petit calcul. 9000 sur 40 ans, cela fait environ 230 à 240 missiles par an. Et regardez ceci. Le missile Tomahawk est en production depuis le milieu des années 1980. Ces dernières années, la production a varié entre 55 et 90 par an. Selon les données budgétaires du Pentagone, les États-Unis prévoient d'en acheter 57 en 2026. Pas 57 000, pas 5 700. 57. Et la production varie entre 55 et 90. Et encore une fois, nous en avons eu 9000 depuis le milieu des années 1980, ce qui correspond à environ 240 par an. Il est probable qu'il y en ait eu beaucoup plus au début, peut-être 300 ou 400 par an, puis que ça ait diminué. Nous n'avons pas ces chiffres parce qu'ils sont évidemment sensibles au sein du système de défense américain. Mais je suis absolument certain que le Pentagone les possède. Et je suis absolument certain que si le président des États-Unis demande combien de ces foutues choses avons-nous, il obtiendra effectivement les chiffres exacts. Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est déduire à partir de sources secondaires. Mais il me semble que la production de ces engins a considérablement diminué au cours de la dernière décennie, peut-être même des 2 dernières. J'ai un autre article de Responsible Statecraft qui corrobore également ce point. Cet article date d'il y a presque un an, le 11 novembre 2024. Il a été écrit par Mike Fredenberg et Responsible Statecraft est bien sûr un groupe de réflexion pro-paix aux États-Unis. L'un des rares vraiment anti-néoconservateurs. Il y a là-bas de très bonnes personnes, notamment Anatole Lieven par exemple. Donc, beaucoup de bonnes personnes. Et cet article contient des données intéressantes que j'aimerais vous lire. Selon un rapport de la Heritage Foundation, jusqu'en 2023,
le Pentagone avait acquis environ 12 000 missiles Standard 2, 400 missiles Standard 3, 1500 missiles Standard 6 et 9000 missiles de croisière Tomahawk à attaque terrestre. Durant la même période, la marine américaine a utilisé au moins 2800 missiles Standard et 2900 Tomahawk. Et ces chiffres n'incluent pas les dépenses mentionnées précédemment de l'année écoulée environ. Pour mieux comprendre à quoi ressemblent nos réserves actuelles de missiles, le Wall Street Journal estime que, si l'on tient compte de l'entraînement, des exercices et du retrait des armes plus anciennes, il ne reste qu'environ 4000. Darauf everything. Let me repeat this. Only about 4,000 Tomahawks. Il ne restait qu'environ 4000 Tomahawk en 2020, et depuis, les États-Unis n'en ont produit qu'environ 250 de plus, puisque l'article a été écrit en 2024, n'est-ce pas? Donc, sur cette période de 4 ans, cela fait environ 60 à 70 par an, n'est-ce pas? Ce qui donne à peu près 250 au total. Nous parlons donc d'environ 4250, peut-être 4300. C'est la meilleure estimation du stock de missiles Tomahawk de la marine. Il pourrait y avoir un autre stock détenu par certaines autres branches des forces armées. C'est tout à fait possible. Mais puisque la marine en possède la majorité, même si l'on doublait ce chiffre, on atteindrait un maximum d'environ 8000. Le stock national de missiles continue de s'épuiser, indique l'article. Et un paragraphe de plus. Autrement dit, l'ensemble des navires de guerre de notre marine, sans compter les ensembles quadruples de missiles de défense aérienne à plus courte portée, peut embarquer environ 10 000 missiles dans leur système de lancement vertical, utilisable pour la défense à large échelle ou pour des attaques à longue portée. Ainsi, dans l'état actuel des choses, une fois que nous aurons utilisé la totalité de nos missiles lancés depuis les VLS, il nous manquera environ 3000 missiles pour pouvoir réapprovisionner complètement nos navires. Les États-Unis disposent désormais de plus de capacités en cylindres ou conteneurs pour charger ces missiles Tomahawk et d'autres systèmes de missiles qu'ils n'ont de missiles réels. Et cela, conjointement avec l'annonce de la Chine, selon laquelle elle va rendre la tâche extrêmement difficile au complexe militaro-industriel des États-Unis pour mettre la main sur ces terres rares. Eh bien, c'est une contrainte sérieuse. Et ce n'est pas une contrainte que l'on peut modifier en 1 an ou 2. On ne peut pas simplement trouver une mine quelque part, même pas au Venezuela, et commencer à en extraire ces matériaux. C'est impossible. Le processus de fabrication est différent. Il faut toute une industrie autour de cela. Et ce n'est pas une industrie facile à construire. Elle peut être créée, c'est faisable, mais nous parlons d'un horizon temporel d'au minimum 10 à 20 ans, dans le meilleur des cas. Et cela, en plus d'ailleurs, est lié à un autre problème structurel. Le capitalisme aux États-Unis s'est infiltré dans le complexe militaro-industriel et a unifié ce qui était autrefois 12 ou 14 entreprises produisant l'armement américain. Nous nous laissons aujourd'hui que 3 fournisseurs pour cet arsenal d'armes: Raytheon, Lockheed Martin et Boeing. Et cet article décrit le problème que cela pose, à savoir qu'il y a désormais un manque d'innovation, un manque de concurrence, une sorte de segmentation du marché, et que ces entreprises ne cherchent plus vraiment à produire des équipements meilleurs ou plus modernes. Ils continuent simplement à produire et à essayer de réduire les coûts. Ainsi, même au sein de l'industrie de production et des capacités de production des États-Unis, il existe ces obstacles structurels qui entravent désormais la recherche d'une issue, la tentative de comprendre comment utiliser d'autres métaux. Bien qu'Arnaud Bertrand affirme que c'est impossible, car on a besoin des propriétés physiques de ces terres rares. Cependant, comme on dit, la nécessité est la mère de l'innovation, n'est-ce pas? Donc, si la situation devenait critique,
on essaierait peut-être de se tourner vers d'autres systèmes de défense. Et nous savons qu'actuellement, nous avons beaucoup appris au cours des dernières années. La guerre, aussi horrible soit-elle, nous a appris que la guerre terrestre est à nouveau possible. Nous avons compris l'importance des drones et nous avons appris comment ils peuvent se substituer au système de missiles. Donc, si les États-Unis prennent vraiment cette question au sérieux, s'ils se sentent réellement menacés quant à leur capacité de production d'armes, ce qu'il faut faire, dans ce cas, c'est investir massivement dans la recherche et le développement pour trouver comment utiliser autre chose que ces systèmes. Mais même dans ce cas, nous parlons de délais extrêmement longs. Je veux dire, les drones ne sont pas la solution à tout, n'est-ce pas? Nous savons que la puissance militaire des États-Unis repose sur certaines de ces infrastructures, appelons-les héritées, comprenant bien sûr les sous-marins, les porte-avions et ainsi de suite. Mais ces éléments demeurent des outils de projection de puissance très importants. Et ces outils, même simplement pour les réparer, les maintenir à flot et construire la prochaine génération, nécessitent des apports provenant des chaînes d'approvisionnement que nous avons examinées. Il y a ensuite un autre article qui vante vraiment l'esprit d'innovation du secteur de la défense américain, mais qui contient tout de même quelques informations intéressantes. Par exemple, la capacité de production annuelle des États-Unis pour les systèmes HIMARS est passée de 48 à 96 lanceurs en 2024. De plus, en ce qui concerne les missiles anti-chars Javelin, les Sporu prouvent 2000 missiles au phare. The United States used to produce 2,400 missiles per year. Lockheed Martin plans to increase capacity to 3,000. Lockheed Martin prévoit d'augmenter sa capacité à 3960. Et ensuite, l'article explique à quel point c'est formidable, n'est-ce pas? Regardez ça. Je veux dire, ces chiffres ne sont pas astronomiques. Et l'augmentation, d'accord, l'année prochaine, nous allons produire 50% de plus. Bien sûr, 50% de plus, c'est bien pour n'importe quelle entreprise qui fabrique quoi que ce soit. Mais si l'on parle d'une véritable pénurie dans le stock d'armes des États-Unis et de son réapprovisionnement, alors on pourrait s'attendre, vous savez, à ce qu'une augmentation par 10 soit nécessaire. Pas seulement 50% de plus. Et il semble que ce soit la limite actuelle de capacité, parce qu'en ce moment, on peut vendre ces produits, n'est-ce pas? Alors, pourquoi n'en produirait-on pas davantage si c'était possible? Il semble que ce ne soit tout simplement pas faisable. On ne peut pas simplement accélérer la cadence. Vous ne pouvez pas simplement construire 10 usines supplémentaires et produire ensuite 10 fois plus de ces armes, car vous n'avez pas la main-d'œuvre, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez apparemment pas les ressources nécessaires pour le faire. Encore un passage ici. Lockheed Martin affirme que son augmentation de production ne vise pas seulement à répondre à la demande actuelle, mais à façonner la base industrielle de défense pour les conflits futurs. L'entreprise investit massivement dans l'automatisation, la fabrication avancée et des chaînes d'approvisionnement résilientes afin d'assurer une montée en puissance rapide et une production soutenue à long terme. Lockheed Martin livre à la vitesse de la pertinence, soutenue par la force de l'industrie manufacturière américaine et une base industrielle de défense résiliente. Chaque fois que des gens sortent ce genre de discours marketing, la vitesse de la pertinence, vous savez qu'il y a un problème en arrière-plan. Ces chiffres ne représentent pas la vitesse de la pertinence. Ces chiffres illustrent la rapidité d'une crise dans la chaîne d'approvisionnement. Vous avez un sérieux problème de capacité de production et vous essayez d'utiliser de jolis mots pour maquiller la réalité, à savoir que vous êtes maintenant dans une situation vraiment compliquée. Vous pourriez produire davantage si vous le pouviez, mais vous ne le pouvez pas, car il existe des contraintes physiques. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de combien vous y investissez. Il s'agit de la manière dont vous accédez à ces ressources, y compris la main-d'œuvre,
les personnes qui travaillent réellement sur ce sujet. Donc pour moi, pour tout rassembler, cela explique aussi la réaction des Russes. Car au cours de la dernière semaine ou des 2 dernières, on a beaucoup parlé de cela également, surtout dans la blogosphère. Pourquoi la Russie ne réagit-elle pas plus violemment? Pourquoi Vladimir Poutine semble-t-il encore relativement indifférent à la perspective que les États-Unis lui tirent des missiles Tomahawk? Pourquoi M. Lavrov, lors d'une conférence de presse en Russie, a-t-il déclaré que même si les États-Unis livraient des Tomahawk à l'Ukraine, cela ne changerait pas fondamentalement l'approche de la Russie? Cela pourrait simplement détériorer davantage les relations avec les États-Unis. Pourquoi une réaction aussi mesurée? Eh bien, s'ils comprennent cela, et s'ils ont discuté avec les Chinois, ce que je suppose qu'ils ont fait, ce que l'on peut en déduire, c'est qu'il y a peut-être une stratégie derrière tout cela. Quelque chose comme « Très bien, vous en avez encore 4000, peut-être 6000. Parfait, allez-y. Tirez-les aussi. Vous nous en avez déjà lancé tant. Nous pouvons nous en débarrasser. Nous pouvons encaisser. Et ensuite, vous serez de plus affaibli. » Je veux dire, je n'ai rien pour prouver cette théorie. Mais si cette analyse ici est ne serait-ce qu'à 50% correcte, et si l'évaluation du côté russe est la même, à savoir que les États-Unis commencent à manquer de capacités militaires, alors en réalité, même si c'est une perspective très désagréable d'être pris pour cible, si vous êtes suffisamment sûr de pouvoir abattre ces engins, d'absorber les chocs, que votre économie ne s'effondrera pas, que vous pouvez gérer les Tomahawks comme vous avez géré les HIMARS, ce que les Russes ont fait avec beaucoup de succès, d'ailleurs. Alors oui, il y a eu des dégâts, bien sûr qu'il y en a eu, et il y a eu des morts, etc. Mais ce n'était jamais à une échelle qui menaçait la nation elle-même, n'est-ce pas? Donc, en un sens, vous appelez leur bluff. Vous mettez les Américains au défi et vous dites, en gros, très bien, allez-y, faites-le. Et ensuite, on se retrouve sur une base encore plus fragile. Il semble que Donald Trump ait en réalité compris cela, surtout quand on regarde certaines de ses déclarations. Il a aussi tenu des propos similaires lors d'interviews télévisées avec des chaînes américaines, que peut-être c'est désormais cette aile-là qui l'a emporté. Encore une fois, les néoconservateurs ne l'admettront jamais. Ils le pousseront toujours à tout envoyer en Ukraine, même quand les silos seront vraiment vides, même quand les entrepôts n'auront plus rien. Ils iront dans les entrepôts et crieront « Où sont les armes ?» N'est-ce pas? Ils ne peuvent tout simplement pas accepter la réalité, car ils ne fonctionnent pas sur cette base-là. Mais il existe des branches du gouvernement américain qui travaillent avec la réalité, et il semble que quelqu'un lui ait parlé et lui ait effectivement expliqué que, vous savez, nous pourrions avoir besoin de ces armes pour nous-mêmes, surtout si nous avons une éventualité avec la Chine. Maintenant, encore une fois, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais merci, la Chine, de rendre beaucoup plus difficile pour les États-Unis de produire ces choses. Je ne pense pas que le complexe militaro-industriel américain va simplement cesser d'exister. Pas du tout. Il existe suffisamment de moyens de gérer cette situation. L'un est l'innovation. L'autre, bien sûr, la contrebande. Nous pourrions même avoir des flottes fantômes de terres rares se dirigeant vers les États-Unis, n'est-ce pas? La contrebande reste toujours une option. Il existe des sociétés écrans et d'autres moyens de se procurer ce genre de choses. Mais ce système de licence va rendre la tâche considérablement plus difficile, beaucoup plus difficile, pour les États-Unis de reconstituer l'ensemble de ces systèmes, y compris leur armement lourd, n'est-ce pas? C'est donc un paradigme différent. L'ancien paradigme était « tout ce que les États-Unis veulent produire, ils le peuvent, et ils peuvent tirer à volonté et fabriquer autant que nécessaire ». Le nouveau paradigme, c'est qu'il existe de réelles contraintes, et ces contraintes ne vont pas disparaître de sitôt.
Il pourrait y avoir besoin d'un déploiement stratégique et très prudent. Strategic and very careful deployment. And if we think about how Et si l'on réfléchit à quel point les États-Unis sont liés à Israël, on peut s'attendre à ce que la plupart des armes soient désormais destinées à Israël et à ses génocides en Asie de l'Ouest, et non plus à l'Ukraine. En un sens, l'Ukraine est perdante, et c'est pourquoi les États-Unis se tournent maintenant vers ces discours de paix. Je veux juste la paix, je veux que les tueries cessent, et ainsi de suite. Comme le répète souvent Brian Berletic de The New Atlas, chaque fois que les États-Unis se heurtent à un mur, ils feignent de s'intéresser aux efforts diplomatiques, mais c'est seulement pour se réarmer et tirer à nouveau. Cependant, cette fois, le réarmement pourrait prendre beaucoup plus de temps qu'auparavant. Je vous laisse sur cette réflexion. Merci beaucoup pour votre attention. I'll leave you with that. Thank you very much for your attention.